d'ambiance et d'allégresse que nous conduisons cette émission, place aujourd'hui à un sujet à la fois actuel et sensible, les violences en milieu scolaire. On en parle, pas de façon triviale, mais plutôt de sorte à trouver des solutions efficaces. Bon courage à nous tous et restons concentrés parce que c'est midi, c'est maintenant. Alors, public de ce midi, je suis très heureuse de vous retrouver. Mais voilà, j'ai eu un souci en venant parce que quand je marchais, je faisais ma belle et ma boucle est tombée. Manuela Pocosi, vous pouvez me donner un coup de main? Merci. Voilà, on applaudit pour cela. Une boucle d'oreille qui est mise en direct. Je tiens à rester belle et digne jusqu'au bout. C'est le rôle d'une diva. Voilà, tout à fait. C'est bon? On dirait que ça va chauffer. J'ai les mains froides, hein. Attention, j'ai peur de vous faire mal. Bon, bah si ça ne marche pas, on fait quoi? Bon, d'accord. Bon. On laisse tomber. On laisse tomber, bon, ça va. Ça va, alors... En fait, je vous explique, parce que c'est vrai que je suis la star, mais la vraie star dans cette histoire, c'est l'émission, c'est ce que nous allons apporter aux téléspectateurs. Donc, la boucle, on la laisse, voilà. On fait ça. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je suis très heureuse de retrouver ma team au complet. Très heureuse de me retrouver toujours avec vous, n'est-ce pas? On le dit très souvent que seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Et justement, raison pour laquelle moi je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour aller plus loin. Avec son sourire légendaire, Manuela Pocosi. Le teint, la reine du plan Cali, s'il vous plaît. Ah, merci. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, entourée du James Bond ivoirien. C'est le surnom que j'ai donné à Paulus Agathon. Avec sa voix suave et avec mon docteur Philo, bien entendu. Ouais, merci. Et Philo, son petit nom, c'est quoi? Docteur Philo, il n'y a pas petit nom. Mais non, lui, il a petit nom, moi, il n'y a pas petit nom. Il n'y a pas petit nom. C'est quoi, elle vous guette ou quoi? Je sais pas. Comment est-ce que... Est-ce que vous n'avez pas usé de violence envers elle, par hasard? Surtout avec les piqûres. Ah, voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle la violence... En milieu audiovisuel. La violence en milieu scolaire, une équation difficile à résoudre, mais pas impossible. L'école qui était un lieu fréquentable, un endroit favorable au développement de l'enfant est malheureusement devenu le théâtre des injures, menaces, harcèlements, bagarres, viols, vols, voire meurtres. Nous avons décidé de tirer encore une fois la sonnette d'alarme à travers le témoignage d'un éducateur, lui-même victime d'agression. Niaman Jacquelin, c'est son nom. Merci d'être là. Merci, madame. Victime de violences en milieu scolaire, je m'engage à lutter contre ce phénomène. Alors, Niaman, vous êtes donc, j'allais dire, âgé de 43 ans, c'est bien cela. Oui, c'est bien ça. Père de 3 enfants, oui. Éducateur au lycée moderne BAD de Ndouci. Oui, c'est bien ça. Vous avez donc parcouru combien de kilomètres pour arriver ici? 148 km. 148 km. Oui. Vous avez quitté Ndouci à quelle heure? 7 heures par là. À 7 heures. 7 heures 5 par là. Vous êtes arrivé en tout cas très tôt, merci beaucoup. Merci. Pareil aussi pour monsieur Soro Ibrahim, bonjour. Bonjour madame. Alors Soro Ibrahim, vous êtes aussi éducateur au lycée moderne BAD de Ndouci et écrivain, auteur de l'œuvre Élève Attitude. Vous êtes titulaire d'une licence professionnelle en sciences de l'éducation et d'un diplôme d'éducateur à l'École normale supérieure d'Abidjan. Alors avant d'ouvrir le débat, nous allons aller tout de suite pour cet élément qui nous fait donc le récit, sinon j'allais dire qui retrace les faits tels qu'ils se sont déroulés à Dadané. Des scènes de violence, on en voit régulièrement dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Mais dans une certaine proportion, cela devient absolument inquiétant. En poste, en 2016, au collège Tontonga de Maapleu, dans l'ouest montagneux, l'éducateur Niaman Jacquelin est choqué par le niveau de violence exercé sur plusieurs pensionnaires de l'établissement par un gang d'élèves abonnés à la consommation de stupéfiants. À la tête de ce gang, un jeune homme au tempérament irréductible, un caïd ayant connu une enfance difficile, qu'il aurait essentiellement passé dans une zone de conflit et dont le père est décédé
et la mère paralysée. Agacé par ces agissements, Niaman porte l'affaire devant le conseil de discipline de l'établissement qui prend tout de suite des sanctions. Certains membres du groupe se rétractent, mais leur chef de file persiste dans son entêtement. Il finit par s'en prendre à son éducateur qu'il considère comme étant responsable des mesures prises à son encontre. Plus tard, le jeune homme se fait enfermer par la gendarmerie suite à un délit commis en dehors de la vie scolaire. C'est un homme complètement transformé qui ressort de ce séjour carcéral. Pour Niaman, actuellement en poste à Ndoussi, c'est un cas qui le renforce dans sa conviction de poursuivre son combat contre les violences en milieu scolaire. Caroline Da Silva le reçoit sur le plateau de C'est Midi. Niaman Jacquelin, en 2016, vous êtes affecté au collège moderne Pantonga de Mapleu. Oui, c'est bien ça. Cela. Mapleu, c'est à 23 km de Tanane, 45 km de Mans. Et là-bas, vous allez vivre, comme l'élément l'a dit, une expérience assez choquante et malheureuse. Oui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait savoir le constat que vous faites lorsque vous arrivez dans ce collège moderne. Bon, merci, je vous remercie pour le temps d'antenne que vous me donnez, de parler à la face de la nation. Quand je suis arrivé à Mapleu, on était 2 éducateurs affectés par l'État. Le constat que nous avons fait, c'est qu'on a trouvé une école vraiment très bien construite, une belle infrastructure, construite par la Banque mondiale et le conseil régional de Tombi, avec un aire de jeu, tout ça, tout ce qui est comme infrastructure était déjà là. Mais le constat que nous avons fait, on a trouvé une école où le règlement intérieur n'existait que de nom. Les élèves même disaient que le règlement intérieur était suspendu. On a trouvé des élèves qui avaient connu les affres de la guerre, marqués par un traumatisme, la peur et des comportements d'agressivité. Là, on est tout de même en 2016, hein, c'est-à-dire que oui. C'était quand même un souvenir lointain, la crise post-électorale, donc on est en 2016, les institutions fonctionnent normalement. Oui, mais la crise est passée par là, ça a laissé des traces. Beaucoup de marques encore. Voilà, parce que certains parmi les enfants étaient à l'âge, à l'école, c'est-à-dire étaient à l'école primaire, lorsque les événements se sont déroulés. Donc, ils se sont encore marqués, ils ont été soit témoins de certaines atrocités, soit des acteurs même de certaines atrocités. Donc, ils étaient marqués en fait. Donc, il n'y avait pas d'éducateurs, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il n'y avait pas d'éducateurs. Les premiers éducateurs sont allés en 2015, c'était des stagiaires, 2 dames qui ont essayé de mettre les enfants, d'essayer d'inculquer des habitudes aux enfants, telles que apprendre à bien se vêtir, certaines habitudes. Et puis, elles sont revenues. Les premiers éducateurs, l'école a été construite en 2009, était abandonnée pour devenir une école primaire. Et puis après, il y a eu un nouveau site en 2012 qui a abrité l'école que je dis actuellement, l'école Pantonga, le collège Pantonga. Mais après l'école, en 2012, on n'a pas eu d'éducateur jusqu'à 2016. Nous sommes les premiers éducateurs affectés, mon collègue et moi. Déjà, avec tes éducateurs, ce n'est pas évident. Et là, on se retrouve dans un cas de figure où il n'y a pas d'éducateur. Alors, quelle ambiance prévalait dans ce collège? En fait, c'était les élèves même qui faisaient la loi. Les élèves même qui faisaient la loi, et les vélos. Les vélos qui étaient parqués partout, c'est-à-dire même deux fois dans les classes, devant les classes. Donc, on a dû leur montrer où il faut un parking pour garer les vélos et les motos. Ça n'a pas été du tout facile, parce qu'on était obligé chaque fois de confisquer les motos, les vélos, les garder quelque part. Et puis finalement, ils sont rentrés dans les rangs. Donc, c'est un travail à refaire, en fait. L'élément nous parlait d'un caïd, quelqu'un qui semait la terreur au collège. Oui, oui. Effectivement, ce caïd-là, je l'ai eu en 4e déjà, et puis je suis allé avec lui en 3e. Effectivement, celui-là, c'est un élève atypique, au comportement atypique, parce que, en plus, c'est un élève qui était brillant, mais il avait cette proportion d'être violent. Selon mes investigations, il consommait de la drogue. Non seulement consommateur de drogue, mais était passeur de drogue. Il avait quel âge? 16 ans. Oh, au moins des faits, il avait 16 ans. C'est un bébé. Et il avait un groupe de pairs, c'est-à-dire un gang, une bande d'amis à l'école. Non seulement à l'école, et au-delà de l'école, en ville.
Donc il faisait peur. Il faisait peur. À entendre son nom, ses amis tremblaient. Il faisait peur non seulement à ses amis, oui, mais les enseignants même. Mais aussi aux enseignants. Aussi. Oui, oui. Oui, parce que quand vous avez affaire à lui, c'est non seulement à l'école, mais c'est en ville aussi. Si l'école vous a protégé, ce n'est pas sûr qu'en ville, on vous protège. Voilà, donc les gens avaient peur de se frotter à lui. Et ses victimes même venaient vous supplier de ne pas porter plainte parce qu'ils n'ont pas peur de représailles. Voilà. Et vous, en tant que nouvel éducateur dans cet établissement, est-ce que vous essayez de vous rapprocher de lui pour en savoir un peu plus? Oui, ayant fait l'INS, on nous a appris des techniques d'approche. C'est ce que j'ai essayé de pratiquer. Je l'ai appelé pour essayer de l'entendre, l'écouter. Et puis, j'ai su ses motivations. C'est là que j'ai suivi sa vie un peu. Mais Quelles étaient ses motivations? Bon, en fait, il répond chaque fois qu'il est la victime, en fait. Il dit que c'est lui qu'on provoque chaque fois. Je lui ai dit, c'est pas comme ça on résout les affaires. Quand il y a une situation, il faut le porter aux yeux, il faut le porter aux éducateurs pour qu'ils voient quelles mesures prendre. Donc, tu n'as pas à te rendre juste toi-même. Voilà. Mais lorsqu'il a commis des plusieurs forfaits, il a battu des élèves même des fois qu'il a mis en sang. J'ai interpellé les parents. Et puis, il y a eu un règlement. Quelquefois, j'ai fait en sorte que les parents prennent en charge médicalement la victime. Sans que mes supérieurs ne sachent, parce que j'ai réglé ça à toute responsabilité, sans que mes supérieurs ne sachent. Par exemple, quand vous dites j'ai interpellé les parents, vous voulez parler des élèves en général ou de ce cas spécifique? Le parent du concerné et les parents des victimes. Donc on a trouvé ensemble un règlement à l'amiable, c'est entre enfants. Donc il ne faut pas toujours privilégier la voie de la justice ou bien. Donc il faut régler à l'amiable. Nous, les premiers maillons, donc on essaie de régler ça au niveau de l'établissement, avant que l'affaire ne parte loin. Donc si je comprends bien, vous avez eu contact avec sa famille? Oui, j'ai eu contact avec sa famille. Là-bas, l'état des lieux de sa vie familiale? C'est là que j'ai su que son père était décédé et que sa mère était paralysée, c'est-à-dire elle était invalide. Donc son grand frère qui avait sa charge, il avait plusieurs enfants. Et dans la famille, il était l'espoir de la famille, puisque c'était le seul qui a pu arriver en 3e. Dans la famille, ceux qui sont allés loin, sont arrivés au CP2. Donc il portait tout un espoir de la famille. Et les gens comptaient sur lui pour qu'il soit un corps habillé, c'est un gendarme, précisément. Est-ce que ça ne lui mettait pas trop de pression ou il était déjà... Peut-être il y a la pression familiale qui est là aussi, parce que les parents faisaient tout pour que son grand frère faisait tout. Il me disait même qu'il vendait ses produits agricoles pour le scolariser, au même titre que ses enfants qui faisaient en sorte qu'il ne manque de rien. Voilà, donc son grand frère se faisait tout pour qu'un jour il sorte de la famille de la pauvreté, en fait. En tout cas, quand j'ai su sa situation, j'étais pris de compassion pour lui. J'ai commencé à mieux comprendre ses agissements un peu. Je me suis certainement dit que c'est vu cette difficulté au niveau familial qui fait que peut-être qu'il agit ainsi. Et ça sera quoi la prochaine étape? Parce que vous avez dit qu'il se bagarrait avec ses amis jusqu'à 100, tout cela. Et vous nous avez même parlé d'un étudiant, d'un élève à qui il a failli crever l'œil. Oui, et c'est ce qui a créé le problème entre lui et moi. C'est qu'il a, pour une histoire de place assise, il a une bague qu'il a fait par un forgeron, bien pointue. Il a donné un coup. Ah, c'est une arme, ça? Oui, un coup. C'est une arme blanche? Oui, à l'œil de son ami, il a fallu crever l'œil. Oh là là. Il s'est rentré. J'ai vu l'élève vraiment sanglanté, le visage tuméfié, endolori. Vraiment, c'était effroyable. La scène était effroyable. Je ne pouvais pas rester indifférent. Donc, j'ai saisi dans l'administration. Je ne pouvais plus chercher à les raisonner puisque ça dépassait le seuil tolérable. Donc, avant d'aller plus loin dans le témoignage, nous allons prendre l'avis de M. Soro sur ce sujet. Alors, voilà, il y a un cas de violence, un élève d'à peine 16 ans, donc il est en pleine adolescence, mais qui sème la terreur, qui fait peur à tout le monde dans l'établissement. Et voilà, donc, qui porte main à un de ses amis. Et finalement, ça a failli lui coûter l'œil. Alors, pour ce genre de cas, vous, dans votre mode de fonctionnement, quelle est la démarche à suivre? Merci bien, madame. Je vous en prie. Il faut déjà dire qu'au sein de nos écoles, de nos établissements, étant éducateur de formation, passé par l'INS, l'École normale supérieure d'Abidjan, on nous apprend un protocole. Voilà. Il s'agit de quoi? Dans une école, dans un lycée,
on a ce qu'on appelle d'abord la sensibilisation, D'accord. qui est le mécanisme de prévention. Dans ce mécanisme, on sensibilise d'abord l'enfant. On l'interpelle, on lui dit ce qu'il a fait, c'est pas bien de faire. S'il y a lieu de se corriger, même corriger même son comportement, son attitude, effectivement, on le suit. On le suit tout le temps. En plus de la sensibilisation, on passe au comité d'éveil. Voilà, au comité d'éveil, qui a pour but réellement de détecter tout ce qui est rumeur, voilà, concernant l'environnement scolaire. Et généralement, les enfants, ils préparent d'avance, déjà avec les réseaux sociaux, les SMS, ils préparent d'avance les grèves, les petites révoltes au sein même des écoles. Voilà. Ils pensent généralement à paralyser tout le système. Et déjà, le comité d'éveil qui est mis en place, appelé aussi alerte précoce, qui regroupe toute la communauté éducative, c'est-à-dire depuis le chef d'établissement jusqu'aux parents d'élèves et même les enfants eux-mêmes, le représentant des élèves, qu'on appelle le président des CSE, justement, mènent ensemble l'action. Et toutefois qu'ils ont l'information, une information susceptible de défavoriser réellement le climat scolaire, on passe à une autre étape, une autre phase qu'on appelle la médiation. Voilà. L'éducateur, il a cette possibilité, même s'il n'est pas nanti, il n'est pas outillé, mais il a quand même une petite dose, enfin, un petit bagage, si vous dites, pouvoir gérer la chose. Voilà. Donc, il rentre réellement en médiation avec les enfants, mais accompagné du représentant des élèves, le représentant élu des élèves, qui est le président du CSE. Et on essaie quand même d'étouffer ce qu'ils ont déjà mûri. Au-delà, on a un mécanisme, après le mécanisme de prévention, on a le mécanisme de répression. Voilà, le mécanisme de répression. Et dans ce mécanisme, on parle carrément du conseil de discipline. D'accord. Mais avant d'en arriver là, on a d'abord, lorsque la faute est bénie, comme on dit, une petite faute, une faute qui n'est pas aussi grave, on passe toujours à la sensibilisation. D'accord. On appelle l'enfant avec qui on échange sur le problème vécu. Et déjà, voilà, on essaie quand même de mettre sur le bon chemin. D'accord. Voilà. Mais là, on s'est retrouvé dans une situation assez grave. Hein. Voilà, oui, donc j'arrive effectivement. Manifestait une extrême violence. Justement. Et moi, je me demande, est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'autres dispositions à prendre? Justement, parce que nous sommes dans le... va gangréner déjà l'école. Oui, nous sommes déjà dans le mécanisme de répression. Voilà. C'est lorsque la faute est minime. Mais lorsque la faute est grave, on se réfère carrément au conseil de discipline. Le conseil de discipline qui est saisi par un écrit adressé au chef d'établissement, voilà, qui convoque d'urgence, qui mène d'abord une enquête. Voilà. Il mène d'abord une enquête au sein de l'établissement pour s'assurer réellement de la véracité des faits. Et lorsque le chef d'établissement se rend compte que les faits sont réels, il convoque d'urgence le conseil de discipline qui comprend et les enseignants, enfin, des membres à voix délibératoire et des membres à voix consultative. Voilà, bon, on suppose que la procédure, elle est quand même longue, parce qu'on a le souci du développement de l'enfant. On ne veut pas tout de suite l'écarter du système éducatif. Voilà, c'est plutôt des sanctions qui sont prises en fonction de la gravité des faits, mais toujours maintenir l'enfant en équilibre et lui permettre d'apprendre. Manuela. Oui, j'avais une petite question à l'intention de M. Niamon, parce qu'en écoutant votre témoignage, et je pense à justement un fait récent d'actualité, on a entendu l'incident dans le lycée moderne de Songon, un professeur d'une classe de 4e qui a été violemment frappé par un élève comme ça. Dans votre témoignage, M. Niamon, j'ai l'impression que vous avez été un peu isolé. Vous avez respecté, d'après les propos de M. Soro, les protocoles, donc la sensibilisation, c'était la prévention, la médiation, etc. Mais est-ce que vous avez tenté de vous tourner peut-être vers d'autres collègues avant d'en arriver à la direction? Est-ce qu'il y a une solidarité entre vous, enseignants? Parce que là, par exemple, avec l'incident qui a eu lieu à Songon, on a vu que les enseignants, depuis le 1er février, ont décidé de faire grève. Donc d'arrêter d'assurer les cours pour justement essayer de se défendre quelque part contre ces violences-là. Est-ce que vous avez fait appel à vos collègues? Vous avez mené une action de ce type-là? Si. Bon, en fait, les faits sont passés de manière spontanée. Quand j'ai été alerté par l'élève, le chef de classe qui est venu me voir à mon bureau pour dire qu'il était en train de battre son ami en classe. Le professeur n'était pas dans la classe.
Donc, j'ai dit au chef de cadre de l'interpeller, de faire venir à mon bureau. Le chef de cadre dit qu'il ne pouvait pas, il avait peur. Donc, je me sentais obligé d'aller. Mais je l'ai trouvé sur les faits en train de battre l'autre. Il a interpellé en criant son nom, il n'a pas répondu. Et je suis allé lui attraper l'épaule, je lui ai dit, ah, mais arrête de faire ça. C'est là qu'il s'est retourné, et il a mis le doigt sur mon front, il a poussé mon front, il m'a poussé la tête. Vraiment, je me suis senti bafoué, indigné. J'ai failli perdre mon sang-froid, mais je me suis maîtrisé. J'étais tout honteux. D'abord, j'étais... J'étais en présence de plusieurs autres élèves. Les élèves et le professeur. J'étais vraiment indigné, je suis resté calme. Et puis après, je me suis ressaisi, j'ai quitté les lieux. D'où est-ce que vous avez tiré cette force-là, de vous maîtriser? Bon, parce que vraiment, normalement, les tests disent de ne pas porter main à un élève. Il y a cela d'abord. Donc, mais il y a la légitime défense quand même. Parce que là, il pouvait vous faire quelque chose. Il y a la légitime défense. C'est vrai. Voilà. Il y avait le souci de protéger mon emploi. Il y a ça d'abord. Donc, c'est ce qui est venu en tête. Parce que je venais à peine de commencer ma carrière. Donc, je me suis maîtrisé et j'ai décidé d'aller voir les chefs. On n'avait pas un inspecteur d'éducation là-bas puisqu'on n'était pas nombreux. On était seulement 2 éducateurs affectés par l'État et puis 3 collègues de la ville qu'on appelait des bénévoles vacataires qui venaient nous aider dans notre tâche. Quand je suis retourné, j'ai fait le compte rendu à mon principal. Mais j'ai eu la solidarité des collègues. Je ne vais pas le cacher ici. Les professeurs, à l'unanimité, le chef d'établissement, le censeur qui était comme pour moi un père même, au-delà d'être mon chef, c'est un père. Vraiment, ils m'ont donné des conseils. Le proviseur et le principal essayaient de me calmer pour que je ne perde pas mon sang-froid parce que vraiment, j'étais révolté. Ça en était de trop, là. Oui, ça en était de trop. Et puis le petit quand on sait que vous aviez l'habitude de le défendre, vous le compreniez, donc quelque part vous jouez un peu le rôle de père, et là il vous humilie comme ça. Et c'est là que j'ai su que le chef d'établissement savait que j'intervenais chaque fois que l'enfant commettait des impairs pour calmer la situation. Il me voyait, il ne parlait pas. Il ne lui rendait pas compte, mais quand même j'arrivais à chaque fois à régler. Donc il m'a même tenu pour complice d'avoir couvert ces agissements-là jusque-là. Je me suis senti quand même bon, j'ai accepté la critique. Et puis j'ai accepté la solidarité des collègues. En tout cas, tous les collègues éducateurs m'ont soutenu, les professeurs également. Et finalement, il va se retrouver aux mains de la gendarmerie. Oui, mais avant ça, on va d'abord lui faire... J'avais convoqué, fait un rapport où j'ai saisi, parce que ce qu'il a fait était grave, saisi le conseil de discipline. Voilà, donc c'est là qu'on va statuer et puis décider. Parce qu'il y avait eu d'abord un premier conseil disciplinaire de son groupe. On a pris des sanctions qui s'imposaient. Et les autres sont rétractés. Ils ont changé de comportement. Mais lui s'est rébellé. Il est devenu encore plus radical. Il s'est radicalisé. Donc, et c'est là qu'il a commis le forfait. Il m'envoie des SMS où il menaçait d'attenter ma vie. Où il dit dans le SMS, je viens au bureau te battre. Du matin, il vient te battre. Il vient, il ouvre mon bureau. Et il me menace ouvertement, il dit « je viens te battre ». Vous l'avez gardé pour vous, monsieur Niamant, ou ça, oui. vous en avez fait part à votre direction? Je l'ai dit à ma direction. Chaque fois qu'il venait me menacer au bureau, j'allais dire qu'il n'était de trop. Donc je voulais même aller jusqu'à le porter. Et il dit « viens matin au bureau, vous restez le bureau ouvert ». Il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé l'heure ou le temps. Menace, je suis assis et puis le regarde. Je lui dis s'il peut venir, il ne peut pas passer là, je suis là. Il menace. Bon, il savait qu'il était sous l'effet de la drogue qu'il faisait tout ça. Parce qu'après, j'apprends par ses amis qu'il regrette son acte. Bon, donc, chaque fois, je faisais autre chose. Mais j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Même le conseil de discipline n'avait pas encore résolu la situation. Mais il le fallait quand même, donc j'ai demandé un deuxième conseil de discipline. Mais cette fois-ci, on l'a déjà puni, on l'a donné 5 ans conduite. Il n'y avait plus rien à faire. Voilà, mais ce que je veux savoir, c'est vrai qu'il y a un protocole, il y a une procédure quand on se retrouve dans ce genre de cas, mais vu que c'était un élève qui avait une addiction à la drogue, est-ce qu'il ne fallait pas chercher à résoudre le problème à la base en l'amenant, en le conduisant vers des structures spécialisées pour une cure de désintoxication? Parce que tant qu'il est drogué, il commettra ce genre d'acte. C'est cela même que j'ai préconisé au deuxième conseil de discipline. Parce que j'ai vu un peu que tout le monde avait peur. Et les gens étaient réservés, on ne savait pas quoi faire. Là, ça nous dépassait, en fait, parce que la sanction était inefficace. Et on s'est dit que ça allait être correctif, éducatif, ça n'a pas produit des effets. Les autres, ça a produit des effets sur eux, mais lui, pas. Donc, moi, quand j'ai contrôlé un conseil de discipline, le conseil de discipline lui a dit, ouvertement, il était là, il est venu, il a siégé, il était là, il lui a dit d'accepter d'aller se faire désintoxiquer hardement. Il lui a dit ouvertement. J'ai dit au chef de conclure qu'on ne peut pas gérer le dossier, en son niveau, de transférer aux services compétents.
Et c'est ce qu'on a fait. On a appelé la DDN d'Anané. On a confié aux autorités, ils ont appelé les services sociaux. La directrice des services sociaux, elle est rentrée en contact avec moi. Et puis on a essayé de régler l'affaire, le temps qu'ils viennent prendre en charge le petit. Mais bon, il s'est trouvé qu'entre ces étapes-là, il s'est retrouvé à la gendarmerie parce qu'il a commis un forfait en ville. Voilà, il a agressé un ami pour lui prendre son portable. Donc la gendarmerie l'a pris, il a passé je crois 2 jours au violon. Pour lui, c'est moi j'ai envoyé des gens le prendre. Donc j'ai vu ma maison assiégée par les parents qui demandaient à ce qu'ils viennent libérer leurs enfants. Je n'ai pas porté plainte. Donc j'ai appelé mon supérieur hiérarchique pour lui dire je n'ai pas porté plainte. Lui dit mais également, c'est que ce n'est pas moi qui ai porté plainte. Que c'est pour une affaire qui ne relève pas ça revient de la ville. Donc c'est en dehors de l'école. Donc il leur dit ça. Mais les parents ne voulaient rien savoir. Ils étaient convaincus que c'est moi qui avait quelque chose à voir dedans. Donc les uns les autres m'ont conseillé d'aller. Mon chef d'établissement aussi m'a suivi. En tout cas, il m'a aidé. Il allait avec moi jusqu'à la gendarmerie. Pour aller. Quand j'ai trouvé le jeune homme, il l'a trouvé en train de pleurer, en train de me supplier de l'aider. Il est déjà sorti de là. Il lui a dit, mais c'est pas moi qui t'ai envoyé là. Tu as commis un forfait, c'est un de tes amis qui t'a envoyé ici. Tu as vu comment tu te comportes. Tu vois que maintenant tu es devenu tout petit. C'est ce que je voulais éviter pour toi. Il était plus prévenu que tu allais te retrouver à la gendarmerie. Aujourd'hui, tu es là. C'est comme une prophétie que j'ai faite. Donc il y avait une... Et puis on a eu des tractations, il fallait que je parte négocier pour dire que je pouvais toujours, parce que là j'étais obligé de laisser tomber tout ce qu'il m'a fait. J'ai pris pitié, il fallait que maintenant je l'aide à sortir de là. Peut-être qu'il va comprendre. Je me suis dit que cette étape-là fait qu'il allait comprendre. Donc il y a eu des tractations, je suis allé à négocier avec les gendarmes pour voir comment on pouvait faire. Il y a eu finalement des tractations et il a fini par sortir de là. J'ai vu un jeune homme qui est sorti vraiment affaibli, effondré, et puis qui a changé du coup. Voilà, je me suis dit que si c'est pour longtemps, c'est bon. Sur le champ, il peut encore, puisque je vous ai dit, il était non seulement consommateur, mais il était passeur. Il avait l'addiction, donc c'est compliqué. Et quand il l'a libéré, je lui ai dit d'aller encore à Mans, faire une cure de il a dit, il a compris. C'est vrai que nous déplorons les actes qu'imposait cet élève, mais comme je le disais, ce n'était qu'un adolescent en fait. Un adolescent. Ce n'était qu'un adolescent. Mais il faut chercher peut-être à savoir qu'est-ce qui l'emmenait à agir de la sorte. Voilà, déjà vous avez dépeint la situation, la configuration familiale. Oui, donc c'est pas sa faute, on dira. Mais derrière il y a tout un système. Se retrouver dans une école où il n'y a pas du tout d'éducateurs, c'est grave, comme je le disais. Avec des éducateurs, c'est complexe, c'est compliqué. Sans éducateurs, j'imagine. Donc c'est un hors-la-loi. Oui. Il y avait certainement plusieurs hors-la-loi dans ce collège. Oui. Chacun faisait ce qu'il veut. Donc, du jour au lendemain, on va vous demander de changer d'attitude. C'est quelque chose de très difficile. Pas facile. Voilà. Et ce qui attire mon attention, c'est la drogue en milieu scolaire. Oui. Un phénomène, je ne sais pas comment le décrire. Comment est-ce que la drogue arrive chez les enfants? Les enfants fabriquent-ils la drogue? Comment la drogue arrive chez les enfants? Ce sont les adultes. Aujourd'hui, aux abords des écoles, à l'intérieur de l'école, la drogue se vend, la drogue circule comme de petits pains et personne ne s'en offusque. Oui. Je pense que c'est le lieu d'en parler. Oui, on va en parler. Vous, en tant qu'éducateur, vous voyez bien comment les choses se passent. Qu'est-ce que vous faites pour mettre fin à cela? Nous savons, ça vous dépasse. Nous savons parfaitement que cette situation existe. Chaque fois que nous allons en classe, nous interpellons les élèves sur les inconvénients de la drogue. En fait. Donc chaque fois, nous sensibilisons. On a les petites heures où on peut les faire un entretien de classe, où on parle des inconvénients de la drogue, l'aide de fuir la drogue, les flux comme la drogue, comme l'alcool. Parce que souvent, ils agissent sur l'effet de la drogue, des autres stupéfiants, de l'alcool et autres. Donc on leur dit cela. Et mais vous savez ça aussi, moi je vous en veux un peu parce que vous savez ça, puis vous allez plaider à ce que la gendarmerie le relâche. Il fallait peut-être pousser les enquêtes plus loin pour voir un peu où est-ce que, voilà, qui ravitaille cet enfant-là aussi. Parce qu'apparemment c'est quelqu'un de très violent qui a des problèmes avec cette partie du corps. Non seulement il a voulu arracher l'œil de l'autre et le monsieur encore il est venu taper sur son front. Donc certainement il a un problème avec moi je dis, non, mais c'est vrai que ça paraît visible, mais ce que Philo dit... Oui, mais vrai. Et puis, son éducateur qui est frère. C'est que l'éducatrice, là, il va taper. Maintenant, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas... Normalement, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. C'est vrai que vous parlez de... Vous êtes des pédagogues, il y a des processus, vous parlez de cellules, tout ça là. Mais pendant ce temps, lui, il a agi. Lui, il n'y a pas de... Lui, il ne s'arrête pas, il n'y a pas de pause. Il ne s'arrête pas.
est-ce qu'il y a lieu parfois quand même d'escalader certaines étapes puis frapper fort en même temps? Parce qu'il y a trop de groupes français. La cellule, oh lui, il fait du mal. Pendant ce temps... Parce que là, je me demande, si vous n'avez pas eu votre sang-froid là, ce jour-là, moi, de la main, je vous vois là, ça là, beaucoup de points, il va dormir. Hein. Ça, c'est sérieux. Alors, voilà. docteur Philo, merci beaucoup pour votre intervention. Et Monsieur Soro, lui, sa façon à lui de trouver des solutions à ce phénomène de violence en milieu scolaire, eh bien, il a décidé d'écrire un livre, Élève, attitude. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Sur ce, nous allons pour la pub. L'émission, c'est C'est midi. Point besoin de vous rappeler, mais bon, la répétition étant pédagogique, vous ne me direz pas le contraire. Hein. Alors, on parle aujourd'hui des violences en milieu scolaire. Juste avant la pub, nous parlions de Élève attitude, le livre qu'a écrit M. Soro Ibrahim. Élève attitude, pourquoi? Pour qui? Ne crois pas l'auteur. Élève attitude. Ça se sent que vous n'êtes pas habitué à la télé. Hein. Mais vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que vous êtes dans les échanges avec les élèves, mais là, on est à l'antenne. D'accord. Élève attitude. Élève attitude, il faut déjà dire que Élève attitude est un ouvrage didactique qui contribue, qui consiste à contribuer vraiment à l'édification d'un modèle d'élève. Pourquoi un modèle d'élève? Parce qu'aujourd'hui, en milieu scolaire, nous faisons face à des élèves qui sont très violents. Des élèves qui agressent, qui se battent en eux, non seulement, mais qui agressent leurs enseignants. Voilà. Et au-delà, comme le disait M. Yaman, des enfants qui consomment de la drogue au sein même des établissements, accompagnés de l'alcool, bien sûr. Voilà. J'espère qu'on va avoir après aussi enseignant attitude ou éducateur attitude, hein, parce que le problème de la violence en milieu scolaire, c'est un problème qui est transversal. Si. Élève, professeur, élève enseignant, élève éducateur, élève, voilà. Oui. Quand on parle de harcèlement, c'est vous qui êtes indexé. Hein. On le dirait. Oui. On le dirait. Non, mais déjà, on est là pour faire le procès des élèves, donc oui, tout le monde est concerné dans cette histoire. Oui, c'est vrai, madame. Vous voyez déjà le professeur Soro Ngolo Aboudou, je crois bien, c'est le nom, le professeur Ngolo, qui est le représentant, le secrétaire général représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, qui a publié un rapport il n'y a pas longtemps qui disait que la violence en milieu scolaire vraiment touche 7 personnes. Tout à fait, enfants, voilà, sur 10. Voilà. Et on se rend compte que ce ne sont pas les enseignants qui sont au cœur de la victime, de la violence. Ce sont les enfants eux-mêmes qui violentent non seulement leurs camarades, mais qui violentent aussi les ceux enseignants. Qui leur dispensent leurs coups. Mais il y a aussi que, justement, je n'en disconviens pas, mais il y a aussi que des enseignants, le corps de l'administration se montre aussi violent. Parce que lorsque vous réprimandez, par exemple, un élève en présence d'autres élèves, donc vous vous attendez forcément à une réaction parce qu'il a envie de se montrer fort, de se montrer brave, quel que soit le respect qu'il a pour vous. Si vous n'y mettez pas la manière, c'est sûr qu'il sera désagréable. Donc, on constate la violence verbale, pas seulement le harcèlement, mais on constate aussi de la violence verbale de la part non seulement des parents, mais aussi des enseignants. Donc, c'est notre façon de communiquer qu'il faut revoir. Et quand je dis notre façon de communiquer, il n'y a pas que vous, parce que tous les acteurs sont concernés par cette histoire. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qu'on appelle aujourd'hui influenceurs, mais qui passent tout leur temps à s'injurier. Aujourd'hui, les gens ont l'injure facile. Ça s'insulte n'importe comment. On est à la recherche de bad buzz pour se faire voir, pour faire monter les likes. Mais aujourd'hui, on a des influenceurs qui n'ont pas besoin de tout ça. Moi, par exemple, j'ai des likes, j'ai beaucoup de commentaires sur mes réseaux sociaux, mais je n'ai pas besoin de passer par le bad buzz ou par les injures. Lorsque vous procédez ainsi, non seulement vous entachez vous-même votre réputation, vous salissez votre image, mais vous avez une influence négative sur la jeunesse.
C'est ça. Voilà. C'est vrai. Et aussi, les enseignants... Il n'y a pas d'applaudissements pour tout ce que je viens de dire. Mais on est où là? On est à ce midi ou quoi? Non mais c'est vrai, je ne suis pas à la recherche. Merci beaucoup. Je ne suis pas à la recherche d'applaudissements, mais je veux qu'on comprenne une bonne fois pour toutes, parce que on est adulés, les jeunes gens nous aiment, ils nous congratulent, ils nous félicitent, ils nous encouragent, mais à nous aussi quand même de leur envoyer l'ascenseur, de les aider à grandir. Ils sont à la recherche de repères, ils viennent vers vous et vous leur présentez autre chose. Il n'y a pas que les influenceurs, il y a aussi les politiques qui ne contrôlent pas de plus en plus leur langage. C'est le lieu de le dire. Lorsque vous qui êtes censés nous éduquer, vous vous injuriez, vous vous insultez sur les réseaux sociaux, les enfants vont faire quoi? Ils vont vous suivre et tout commence par la parole. Je suis choquée. Alors, je voudrais aller dans le même sens que vous, Caroline. Pardon. Témoin oculaire. Juste avant de parler, Paulus avait demandé la parole. Oui, merci. Alors, la question est à l'endroit de M. Sori Ibrahim, relativement à son œuvre. Quand je lis le titre de l'œuvre, Élève attitude, on pourrait croire que la cible, c'est logiquement les élèves. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais quand on sait qu'aujourd'hui, les jeunes, même les élèves, ne s'adonnent pas assez à la lecture, quelle est votre stratégie pour que le message puisse atteindre sa cible? Il faut déjà dire que dans nos établissements, merci, l'Agathon, oui, Agathon. Paulus, c'est beaucoup plus facile. Voilà, si vous allez dans Agathon, là, ça sera compliqué. Et étant éducateur, dans nos établissements, nous avons cette capacité aussi d'amener les enfants à lire à travers des clubs. Voilà, à travers des clubs du terrain, des clubs d'animation, il faut dire. Voilà. Étant éducateur, on nous appelle par moment des animateurs sociaux et éducatifs. Mais au-delà de votre environnement, au-delà de votre école? Oui. Bon, au-delà de nos écoles, on fera de même. On fera de même, on ira vers des bibliothèques, voilà, de région, voilà, pour initier ces séances de lecture. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette œuvre. On espère bien qu'elle servira à réduire la violence dans le milieu scolaire. J'ai failli dire... Pourquoi j'ai failli donner un autre nom? Oui, non, en fait... La reine du placali encore. J'ai rien compris, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai voulu l'annoncer, j'ai tout de suite vu le placali. Ça va me suivre. Non, mais c'était trop bien fait. Ce jeune homme, je pense qu'on doit le recevoir parce que c'est un chef-d'œuvre, quoi. Oui, Manuela, on a besoin de vous, on a besoin des chiffres d'ici et d'ailleurs, et aussi de quelques recommandations. On y va, c'est parti. Manuela Pokosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Pour se projeter davantage, je vous propose que l'on regarde ensemble et en chiffres comment se traduisent les violences en milieu scolaire. Alors il faut savoir d'un point de vue légal en Côte d'Ivoire, les violences à l'école sont encadrées et interdites par la loi depuis 2009. Donc le ministère de l'Éducation nationale a pris un arrêté portant interdiction des punitions physiques et humiliantes. J'aimerais juste avant de continuer de poursuivre, dans la première partie de cette émission, on s'est focalisé sur les violences à l'égard des enseignants, mais il existe aussi les violences à l'égard des élèves, donc des enseignants envers les élèves. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, l'UNESCO révélait en 2021, janvier 2021, que 7 élèves sur 10 étaient victimes de violences éducatives. On parle de violences éducatives. Et 396 enseignants sont décédés des suites de violences entre 2017 et 2019. Alors, un peu plus récemment, entre 2017 et 2019, 12,4% des écoles primaires ivoiriennes déclaraient avoir connu des conflits. Et parmi les auteurs de ces violences-là, de ces conflits-là, dans le cycle primaire, on constate que ce sont les enseignants qui sont les principaux auteurs de ces violences, et la tendance s'inverse dans le cycle secondaire où les élèves sont les principaux auteurs de ces violences. Alors lorsqu'on parle de violence, on entend violence morale, physique, sexuelle aussi d'ailleurs, pardon, et je tenais à préciser, à apporter une petite statistique d'ailleurs sur celle-ci, parce que c'est scandaleux. RFI rapportait en 2010 que 46,7% des enseignants ivoiriens avaient admis avoir eu des rapports sexuels avec leurs élèves. Si on se penche sur une étude menée par l'UNESCO et l'UNICEF entre 2017 et 2014, 45 000 enfants, sur une étude menée sur 4 millions d'enfants, 6 millions d'enfants quand même, ont été victimes de violences. Donc, c'est pour vous dire à quel point les violences sexuelles aussi, parce qu'on n'en parle pas trop, mais c'est très important, sont un fléau. Parce que dans le cycle secondaire, donc de 11 à 16 ans environ, on va dire, on relevait 4034 grossesses en 2017
entre 2017 et 2019, c'est énorme. Et c'est à l'âge de 14 ans, donc en classe de 3e, que le taux est principalement élevé, avec 1216 grossesses. Alors, comment expliquer ces chiffres? Eh bien, d'un point de vue général, les violences éducatives sont encore dominantes chez nous en Afrique parce qu'elles ont une certaine légitimation sociale et culturelle. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'elles représentent quand même un moyen d'éducation pour 33% des parents encore et 20% des enseignants. Ce serait scandaleux chez certains occidentaux comme la France, par exemple, qui a interdit la fessée dans le cadre scolaire et même dans le cadre privé en juillet 2019 et 54 autres pays dans le monde. Alors à présent, si on s'intéresse aux violences entre élèves, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas réellement d'explication en fait, parce que c'est une problématique qui concerne tout le monde, elle n'est pas propre à l'Afrique. Et je serais même tentée de dire que les violences inter-élèves relèvent surtout de la responsabilité des parents. On a parlé des enseignants, on a parlé des élèves, mais je pense qu'il faut remettre les parents au centre des choses parce qu'il y a beaucoup de parents démissionnaires. Dans notre culture africaine, on a tendance à dire que c'est tout un village qui participe à l'éducation d'un enfant. C'est vrai, il ne s'agit pas de jeter cette culture à la poubelle, il s'agit d'en prendre le bon et de s'écarter du mauvais, mais je pense qu'il faut rappeler aussi et remettre les choses dans leur ordre. Les enseignants, le corps enseignant, l'État peut se substituer à nous parents, mais avant tout, le rôle des parents, c'est d'inculquer des valeurs aux enfants. Exactement. Et le rôle du corps enseignant, c'est de délivrer des connaissances à ces enfants-là. Donc si on a des parents un peu moins démissionnaires, qui s'occupent un peu plus de leurs enfants, on aura moins d'élèves indisciplinés dans les cours d'école et moins de violences entre élèves. Merci infiniment, Manuela Poposi. Et vous faites bien de parler des parents parce que tout commence par la cellule familiale. Arriver à inculquer une bonne éducation à vos enfants, arriver à leur parler, arriver à échanger avec eux lorsqu'ils reviennent de l'école, posez-leur des questions, intéressez-vous à eux, pas seulement à ce qu'ils ont fait à l'école, pas seulement à leurs résultats scolaires, mais intéressez-vous à vos enfants et apprenez aussi à vos enfants à dire non. Voilà. Parce que dans nos sociétés africaines, on veut que l'enfant soit un béni oui-oui. Alors, quand il est un béni oui-oui à la maison, c'est sûr que dehors, il aura du mal à dire non quand ça ne l'arrange pas. Donc, soyons des modèles pour nos enfants, soyons des repères pour nos enfants, soyons leurs amis, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans quelques instants, ça sera la piqûre de Dr Philo. Là, il ne rate personne. Élèves, parents, enseignants, vous allez tous y passer. Donc, défendez-vous dès maintenant. Proposez-nous des solutions idoines pour sortir de cette situation. Okay. Comment peut-on limiter ou atténuer les violences en milieu scolaire, selon vous? Bon, selon moi, il faut... D'abord, il y a deux moyens. Toujours la voie préventive. D'accord. La sensibilisation. Toujours la sensibilisation, parce qu'on dit la répétition est pédagogique. Il faut répéter aux enfants de s'écarter de la violence, tout ça. Il y a cette voie-là que je préconise d'abord, d'un premier temps, avant d'utiliser d'autres voies. Il faut aussi penser aux assises. Aux assises de l'école, tous les acteurs, à quelque niveau que ce soit, parents d'élèves, élèves, tous les acteurs, sans exception, puissent se retrouver pour parler de l'école ivoirienne. Il paraît que quand vous convoquez les parents, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas, ils n'ont jamais le temps pour leurs enfants. À la limite, ils vous disent, occupez-vous de ça. On n'a pas le temps. Voilà, ils courent après l'argent. Je ne sais pas pour qui ils cherchent l'argent finalement. Manuela. Dans le prolongement de ce que disait M. Niamant, je pense que la sensibilisation est réellement le point ou l'étape sur laquelle on doit s'appuyer. Alors je ne sais pas si j'ai le nom, l'occasion de citer le nom d'une série éducative, mais justement on se dit parfois on veut intéresser les jeunes comme ça. Elle passe sur quelle chaîne? Alors elle passe sur RTI, RTI me semble, mais c'est MTV Sugar Baby. Donc c'est une série qui a l'intention... Oui, mais si c'est sur la RTI, allez-y. Je ne suis pas sûre, donc je le dis doucement, c'est sûr, donc je peux parler fort. Donc MTV Sugar Baby, voilà, qui s'adresse aux jeunes et qui traite justement des violences en milieu scolaire. Donc c'est un peu plus attractif parce que parfois il y a cette barrière-là aussi entre éducateurs et élèves. On se dit on ne sait pas vraiment comment les sensibiliser, des gros ateliers comme ça, c'est ennuyeux. Alors qu'à travers des séries, à travers des héros auxquels les jeunes s'identifient finalement, les problématiques sont abordées et puis ça paraît de faire passer la pilule plus doucement, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Manuela. Il faut aussi donner plus d'autonomie. Plus d'autonomie aux éducateurs et aux enseignants, leur donner les moyens de leur politique pour que les élèves puissent les respecter, c'est important. Paulus Agathon, très très rapidement, une réaction ou deux des téléspectateurs.
D'accord, sinon des internautes. Non, laissez le jingle, ça va. D'accord. Alors, on a Marvel s'en passer. Hamilton, le premier message qui dit c'est clair que les violences en milieu scolaire, ça emmène parfois des élèves à délaisser les bancs. Et aujourd'hui, c'est bien de voir qu'on a des initiatives qui essaient de lutter contre ces formes de violence et c'est à encourager. Juste en dessous, on a le message de Yao Brice qui dit tous nos encouragements pour l'effort que vous déployez et le risque que vous prenez. Ouais, puisque tout à l'heure, quand M. Niaman racontait son histoire, on a vu le risque qu'il a encouru. Mais clair. heureusement, il a pu garder son calme et parce qu'il est censé donner le bon exemple aussi. Voilà. Merci beaucoup, Paulus. Sur ce, nous allons marquer une brève pause et retrouver Dr Philo pour sa piqûre. À partir du 31... La piqûre de Dr Philo. La piqûre, rapidement la piqûre, mais 2 seringues. Alors, vous voyez, ça c'est pour le ministère de l'Éducation nationale. Normalement, il devait être là. Alors, je vais profiter pour remercier également la RTI, qui est le sponsor numéro 1 de cette chronique, qui m'a fait venir voilà, cette citerne de seringuière. C'est-à-dire c'est l'eau qu'on met dans la seringue. Merci à la RTI. Et cette première piqûre pour le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Depuis ça que j'ai dit, c'est la zone ministère vient. Pourquoi vous ne venez pas? Oh là, Philo! Le ministère de l'Éducation nationale. Non, ils ont eu ils ont eu un empêchement, voilà, Ah, ok. à la dernière minute, hein, franchement. Ah, d'accord. Là, Sinon, c'est pas ils avaient prévu D'accord. venir. Alors, désormais qu'ils prennent les dispositions. D'accord. Il faut décoller du ministère à 5h du Merci, matin. je le leur dirai. D'accord. Alors, la violence, tout a été déjà dit sur ce plateau, mais je vais insister sur le fait, c'est-à-dire l'éducation de base, les parents. Moi, ce sont les parents. Tu ne vas pas mettre panthère au monde, et puis tu as dit que l'éducateur n'a qu'à apprivoiser ça. Non. Toi, tu as mis panthère au monde, il faut apprivoiser ça, puis l'éducateur va continuer la chose. Les parents, vraiment, il ne faut pas démissionner, il faut prendre toutes ses responsabilités. L'éducation est l'affaire de tous, pas seulement pour les éducateurs, mais vous, les éducateurs, les enseignants aussi. Je voulais parler tout à l'heure, moi, police était en train de parler. J'ai vu des enseignants à Yopougon en train de consommer de l'alcool avec leurs élèves, les jeunes filles. Cette fille-là, elle va te respecter à l'école comment? Pour réajuster les rapports enseignants. Oui, les rapports enseignants, mais c'est surtout les professeurs de mathématiques. Non, mais Dr Philo, vous entendez ou pas? C'est bon? comme ils ont le coefficient élevé là, c'est une manie façon de punir les jeunes filles. On a été victime de cela, mais je pense bien que nous pensons que tout a été déjà dit sur ce plateau, mais revoyez-vous vos enfants, ses parents beaucoup. Et vos éducateurs. Docteur Philo, nous profitons pour saluer le personnel d'éducation du lycée moderne BAC de Ndoussi. Merci de votre présence. Merci aussi au fan club C'est Midi. Une bonne éducation vaut mieux qu'un bon héritage. C'est un proverbe français, non, plutôt un proverbe breton, voilà. Merci de le retenir, merci de prendre soin de vos enfants, merci de mettre un point d'honneur à tout ce qui concerne les valeurs et l'éducation. Nous en avons besoin. Sans éducation, point de développement. L'émission est terminée, on se retrouve demain pour la fête.